Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous remercie de vous être déplacés dans ces conditions un peu particulières actuellement. Et je voulais surtout remercier Madame Pouget d'avoir bien voulu nous mettre cette salle à disposition, qui est, je crois, la plus grande salle de notre secteur et qui permet de respecter les distanciations sociales. Et d'ailleurs, avec un entretien avec Madame Pouget, on a également décidé de réduire l'ordre du jour. Donc, il n'y a que 5 points à l'ordre du jour, tout simplement. En présentiel, on sera moins longtemps ensemble. Ce que je voulais dire, donc, on va donner la lecture des procurations. Allez-y. Donc là, j'appuie là, voilà. Donc, Madame Friot Marie-Rose à Monsieur Philippe, Monsieur Villemard à Monsieur Marc Chivre, Monsieur Collin à Monsieur Bernard Vénan, Monsieur Sinaud à Monsieur Octave, Monsieur Ségura à Monsieur Tacconi, Monsieur Ricci à Monsieur German, Monsieur Deutsch à Monsieur Olsenburger, Madame Dess à Monsieur Angelman, Monsieur Bord à Madame Bastien, Monsieur Thomas à Monsieur Erga, Madame Blutzus à Monsieur Mathieu, Madame Renaud à Monsieur Schreiber, Monsieur Robinet à Monsieur Balcerzac et Monsieur Zener à Monsieur Balcerzac, dès que Monsieur Balcerzac sera... Oui, il est là. Il est là, bon, donc oui. C'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, comme je disais, donc, on est dans cette grande salle. Merci encore Madame Pouget. Et puis, on travaille également, parce que tout le monde maintenant est pratiquement équipé avec la visio, sauf le SMITU. Et on y travaille. Et j'espère qu'au prochain conseil du syndical, il y aura donc on pourra le faire par visio. La secrétaire de séance, c'est... Ça sera Madame Griot-Marie. Madame Griot-Marie. Pas d'objection. Merci, ce point est adopté. Donc nous allons tout de suite passer au point numéro 2, donc qui fait suite, je dirais, à une délibération que nous avons prise tous ensemble le 23 octobre 2019, notamment qui devait... prendre la décision de recourir à une gestion déléguée du service de transport. Et je laisse la parole donc à Bernard Vénan, tout simplement parce qu'il a énormément travaillé sur ce dossier déjà depuis 2019. Jean-François Medves et puis moi-même avons été à 2 réunions seulement, les 2 dernières, notamment quand il y a eu la présentation des candidats. Donc, Bernard, je te laisse la main. Oui. Bonsoir, chers collègues. Merci, Président. Donc, effectivement, il m'appartient de vous présenter ce soir les résultats de la consultation qui a été lancée dans le cadre de la délégation de services publics pour assurer le service de transport urbain et périurbain au niveau du SMITU. Donc, comme le Président l'a dit, ce soir, il ne s'agit pas de discuter du principe. Ce n'est pas sur le principe de la DSP que je vais vous présenter les choses, puisque celui-ci a été acté lors par délibération du Conseil syndical en date du 23 octobre 2019, mais plutôt sur dans quelles conditions s'est déroulée cette consultation. Alors, cette consultation a été lancée. Il y a 4 candidats qui ont répondu à cette consultation, qui ont fait une offre initiale. Les 4 candidats en question, ce sont les sociétés Marfina. Marfina, c'est un groupe espagnol qui exploite un réseau urbain au niveau de Montbéliard. Voilà. Il y a la société Sadap. Sadap, c'est une société qui est une vosgienne. Elle est dirigée par M. Pio du groupe Pio Prêt à Partir, qui fait essentiellement du transport en autocar, mais pas véritablement du transport urbain.
La troisième société, c'est la société Keolis, groupe international, qui exploite un certain nombre de réseaux transport urbain, tramway, tram-train, etc. Et la quatrième société, c'est la société Transdev. Transdev, qui, je le rappelle, est aujourd'hui, actuellement, le sous-traitant de Transfench pour la réalisation du transport. Alors, ces 4 sociétés donc, ont postulé. La commission d'appel d'offres s'est réunie pour examiner les offres qu'elles nous avaient faites. Tout ça, l'examen a montré que les offres étaient pertinentes, étaient acceptées. Et donc, on est entré en négociation avec ces 4 sociétés. Il y a eu 3 tours de négociation avec les sociétés, avec les 4 candidats. Le premier tour de négociation a eu lieu au mois de novembre, le deuxième tour au mois de décembre et le troisième tour au mois de janvier 2021. Et c'est fin janvier que ces sociétés nous ont adressé leur offre définitive. Sachant qu'à l'issue de chaque tour de négociation, ces sociétés nous remettaient une offre. Et que donc, offre qui était basée, d'une part, qui intégrait notamment les évolutions qu'avait souhaité le SMITU, et qui, chaque fois, donc, refaisait une proposition. Et donc, ces tours de négociation ont permis de lever un certain nombre d'ambiguïtés, de préciser un certain nombre de choses, puis d'obtenir aussi, in fine, des conditions plus favorables pour le SMITU. Donc, je vous l'ai dit, la dernière offre a été présentée, l'offre finale nous a été transmise en janvier. Et donc, nous étions assistés dans ces négociations avec les candidats par une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, il y avait un cabinet, la société Ecosi, c'est un cabinet qui fait de l'expertise comptable. Donc, nous avions un expert comptable avec nous et un cabinet aussi juridique, 2 avocats qui nous accompagnaient, et le cabinet CITEC qui était là pour donc tout ce qui était analyse des aspects techniques. Je rappelle donc que cette assistance à maîtrise d'ouvrage a donc reçu les offres finales, les a analysées et ont établi un rapport qui a été présenté au président. Voilà. Alors, sur les conditions, ou dirais-je les items qui ont été développés dans le cadre de cet appel d'offres, il y avait donc bien sûr un critère financier, parce que bon, vous connaissez tous la situation du SMITU, voilà, donc il était nécessaire de redresser la barre et de redresser notamment les comptes. Mais aussi, je le dis, et je pense, j'insiste beaucoup là-dessus, le critère économique est important, certes, mais la qualité du service et la robustesse du service proposé ou que nous attendions était aussi un élément déterminant. Je ne suis pas au SMITU depuis très longtemps, mais je peux vous dire que depuis maintenant plusieurs mois, je constate les attentes, enfin je recense les attentes des gens que nous transportons, de nos clients, et je vois que quand même, il n'y a pas un jour qui se passe qu'on ait plusieurs mails pour nous dire que pour déplorer que le service n'est pas fait correctement et que ceci et que cela. Et donc voilà, cet aspect, qualité du service, robustesse du service, va, je ne dirais pas au-delà, mais est très très important par rapport à l'aspect aussi financier des choses. Donc sur les items financiers, sur les critères en matière de choix de l'attributaire, au niveau valeur financière, deux sous-éléments. Le premier, c'était donc le moindre recours aux fonds publics. En fait, donc, le montant de la rémunération d'exploitation forfaitaire que nous verserons aux délégataires. Et le deuxième critère financier, c'était l'engagement sur l'augmentation des recettes commerciales. Alors, je rappelle que en matière de recettes commerciales, ce qui est prévu, c'est que
candidat s'engage sur un montant de recettes tout au long de la DSP et que ces recettes sont intégralement reversées au SMITU, avec un mécanisme particulier qui prévoit que si le volume de recettes sur lequel le candidat s'était engagé n'est pas atteint, ça relève de sa poche, j'allais dire, c'est pour lui. Par contre, s'il y a un excédent de recettes qui est dégagé, l'excédent est partagé pour moitié entre le SMITU et pour moitié avec le délégataire. Et je préciserai tout à l'heure un point, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes dans une situation sanitaire qui est toujours aussi préoccupante, avec un impact fort sur tout ce qui est vie quotidienne, j'allais dire déplacement de la vie quotidienne, et que les délégataires ou les candidats que nous avons reçus, bien évidemment, étaient très inquiets sur le fait de savoir comment les choses allaient évoluer au terme de cette pandémie. Est-ce qu'on allait retrouver un niveau de transport ou de clientèle qui était équivalent à celui d'avant la crise, ou est-ce que, d'une manière durable, les usagers s'étaient éloignés du transport en commun? Et donc, c'est quelque chose qui a pesé aussi dans les négociations. Critères, donc, je l'ai dit, financiers, je le développerai tout à l'heure, si vous me le permettez. Et deuxièmement, donc, critères des valeurs techniques. Alors là, sur la valeur technique, nous avions donc trois critères. Le premier, c'était la qualité du service dans le meilleur rapport utilité et moyens engagés, avec des sous-critères, comme l'efficacité des solutions proposées pour mettre en œuvre une haute qualité de service rendu à l'usager, les solutions techniques apportées pour assurer la régularité du réseau, donc on était toujours très prégnant là-dessus vis-à-vis des candidats sur la régularité, l'organisation des correspondances, etc. Tout ça toujours pour obtenir une qualité de service maximale. La mise en œuvre de l'information et de la communication, c'est aussi quelque chose qu'on nous reproche de manière récurrente, et aussi méthode d'accompagnement des évolutions du réseau. Le deuxième critère technique, c'était l'organisation et les moyens mis en œuvre pour atteindre la qualité requise. Et donc, en sous-critère, vous aviez moyens et procédures mis en œuvre pour atteindre le standard de qualité de tous les partenaires du groupement. Ensuite, la qualité de l'organisation des moyens humains et matériels pour assurer la qualité, la fiabilité et la continuité du service. Ensuite, un sous-critère pertinence des moyens mis en œuvre en matière de lutte contre les fraudes, parce qu'on a effectivement un pourcentage de fraude sur le réseau qui est quand même relativement important. Et enfin, les méthodes et moyens mis en œuvre afin de préparer et de conduire l'évolution du réseau et d'assurer le succès de celui-ci. Parce que ne l'oublions pas, cette DSP a été quand même décidée dans la perspective du futur bus à haut niveau de service. Je rappelle ici que le bus à haut niveau de service, le projet Cité Zen, sera donc mis en exploitation à partir du 1er janvier 2026. Préalablement à la mise en service du BHNS, il y aura une marche à blanc qui sera organisée pendant toute une année. C'est-à-dire que du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, les bus, les nouveaux engins circuleront sur le nouveau réseau et ça permettra, et c'est le temps qui sera nécessaire pour déminer tout ce nouveau dispositif. Parce que je le rappelle aussi, ce projet prévoit donc d'une part la création d'un nouveau dépôt, d'un nouveau centre de maintenance pour ce matériel. Ce sera du matériel nouveau, du matériel électrique. Toute la flotte sera constituée de matériel électrique. À ce jour, nous n'avons pas d'expérience en la matière, et donc on aura besoin de toute cette année, toute l'année de marche à blanc, pour tester finalement la résistance
du matériel, notamment des batteries, les capacités de pouvoir recharger les batteries des engins, d'une part en terminus de ligne, mais aussi au dépôt, parce qu'en terminus, on aura des points de recharge rapides, et au dépôt, des points de recharge qui seront moins importants, plus longs. Et aussi, il va y avoir, dans la perspective de cette mise en service, la construction d'un certain nombre d'équipements, notamment des ouvrages d'infrastructure et de 2 ponts, notamment dont la construction va démarrer progressivement à partir de l'année prochaine. 2 ponts, un dont l'un franchira la Moselle depuis le parc, juste à côté du parc Napoléon, et l'autre qui franchira les voies SNCF. Tout ça, aussi je fais une petite digression, si vous le permettez, Président, quand même, pour vous dire la chose suivante. On me demande souvent pourquoi nous mettons tant d'assistance à mettre en place un réseau particulier, le réseau au 22 février prochain, donc lundi prochain. Juste à ce stade, et après vous avoir expliqué, vous listez tout ce qu'il va y avoir comme événements qui vont se passer dans les 4 prochaines années, vous comprenez bien que déjà, rien que par le fait des travaux qu'il y aura, il y aura forcément des nécessités de modifier les horaires, de déplacer des arrêts, etc., etc. Et donc, il est absolument nécessaire qu'on ait un réseau qui soit déjà aujourd'hui un peu calé, de manière à éviter, ce ne serait pas le moment très clairement, lorsqu'on va construire le dépôt ou lorsqu'on va construire les ouvrages d'art, de rajouter encore je ne dis pas la cacophonie, mais aux difficultés qu'on va connaître à ce moment-là, des sujets sur la refonte du réseau. Donc voilà, c'est pour ça, clairement, que nous mettons tant d'insistance à mettre en place ce réseau à partir au mois de février prochain. Excusez-moi pour cette discrétion, mais je pensais que c'était important de le dire parce que souvent on me questionne sur le sujet. Ensuite, donc j'ai dit, 2 critères techniques. Un troisième, c'est donc aussi la politique environnementale. Il y a effectivement, dans les offres qui ont été faites par les candidats, ils ont répondu à nos attentes en matière de protection de l'environnement et puis quel était le dispositif qu'ils mettaient en place pour respecter finalement les dispositions environnementales. Alors, en matière financière, les propositions qui ont été faites par les candidats, donc je vais vous donner des chiffres sur la totalité de la DSP, donc sur les 5 ans que va durer la DSP. Dans un premier temps, c'est le montant de la rémunération forfaitaire qui est versée que réclamaient les différents candidats. Alors au total, sur la durée de la DSP, c'est la société Transdev qui était la moins gourmande, c'est-à-dire que c'est elle qui a demandé, elle demandait 86 708 088 €. Ensuite, c'était la société Keolis qui demandait 89 227 953 €. Ensuite, donc, la société Marfina, 90 873 089, et la société Sadap, 94 718 157. Donc c'est à ce stade le candidat Transdev qui présente le coût le moins élevé sur la durée de la convention, avec des écarts qui sont de 2,9%, soit 2 520 000 € par rapport à Keolis, les autres candidats étant nettement plus chers. Donc voilà, et donc le classement, je vous l'ai donné. Concernant l'engagement sur les recettes, sur l'augmentation des recettes commerciales, vous l'avez aussi, vous avez ce document dans le tableau dans les documents qui vous ont été transmis. C'est Transdev qui a fait la meilleure offre, c'est-à-dire qui a été le plus comment dirais-je, qui a été le plus je cherche le mot. Pas le moins 10 ans, mais qui a fait la proposition la plus importante, qui envisage une évolution de recettes la plus importante. Donc Transdev, donc sur la durée de la DSP, un montant total de 15 340 333.
suivi de Keolis, 14 472 274, de Marfina, société espagnole, je l'ai dit, à 15 017 287, et SADAP, donc le Vosgien, la société vosgienne, 15 002 230. Donc c'est bien évidemment là aussi Transdev qui présente le niveau le plus ambitieux sur la durée de la convention. Voilà. Alors, ce qui nous a apporté, ce que nous avons donc aussi examiné, regardé, c'était donc le coût net de chaque offre pour le SMITU, c'est-à-dire le coût à verser, le coût résiduel à verser par le SMITU une fois que nous avions diminué les recettes. Alors, il ressort de cette comparaison que Transdev est le moins 10 ans, en cumulant les deux critères financiers avec des écarts cumulés qui sont de moins sur la durée, j'entends bien, sur la durée de la DSP, avec un écart de 3,4 millions, on va dire 3 388 000 euros par rapport à Keolis, ce qui représente 4,7% sur les 5 ans de la DSP. Et donc, par rapport à Marfina, le delta il est de 4 488 000 euros, soit 6,3%, et par rapport à SADAP, de 8 348 000 euros, voilà, qui représente 11,7%. Là, nous sommes sur l'analyse purement financière. Sur l'analyse technique, je dirais technique, le terme je dirais qu'il est presque, il n'est pas complet. En tout cas, je souhaite, moi, l'habiller différemment en disant que c'est effectivement, il y a du technique, c'est de l'entretien du matériel, etc., mais il y a aussi une grosse partie d'organisation du service et d'assurance donnée sur la qualité du service, sur la régularité et sur le service client qui doit être rendu par la société. Donc, les analyses qui ont été faites, par nos différents, en lien avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage, montrent que vous avez les choses sont récapitulées dans le document. Alors, il n'est pas paginé, excusez-moi, mais il y a un récapitulatif qui est fait sur les différents aspects techniques. Donc, je vais vous le dire et je vous donnerai la légende. En termes d'efficacité pour la qualité du service, donc Keolis est considéré comme satisfaisant, la société Marfina assez satisfaisante, excusez-moi, SADAP peu satisfaisante et Transdev assez satisfaisante. Sur la régularité du réseau et l'organisation des correspondances, Keolis est jugé très satisfaisant au travers des éléments qu'ils nous ont fournis. La société Marfina satisfaisante, SADAP peu satisfaisante et Transdev satisfaisant. Sur le point information et de la communication, Keolis et Marfina sont considérés comme satisfaisants, SADAP et Transdev comme assez satisfaisants. Ensuite, sur la méthode d'accompagnement des évolutions du réseau, donc on a Keolis et Marfina qui sont satisfaisants, SADAP, lui, est assez satisfaisant et Transdev satisfaisant. Sur les moyens humains et matériels, Keolis et Marfina sont considérés, ainsi que Transdev sont considérés comme satisfaisants et SADAP est considéré comme peu satisfaisant. Sécurité et lutte contre la fraude, les 4 candidats sont considérés comme satisfaisants. Moyens pour préparer l'évolution du réseau, on a donc Keolis qui est satisfaisant, Marfina aussi, Transdev aussi, et SADAP considéré comme étant assez satisfaisant seulement. Et sur la politique environnementale, à l'exception de Marfina, du groupe Marfina, les autres sont considérés comme satisfaisants. Voilà. Donc, à l'analyse de ces différents points, l'analyse qui a été faite, et je rappelle simplement qu'effectivement, on avait accordé beaucoup d'importance aux critères économiques, aux critères financiers, mais que le fait qu'il fallait remettre un délégataire qui soit en capacité
de nous assurer une prestation solide, de qualité, avec un encadrement qui était avec des garanties au niveau de l'encadrement, avec des garanties au niveau du taux d'absentéisme, par exemple, avec tous ces aspects-là ont conduit le cabinet de l'assistance de maîtrise d'ouvrage qui nous a fait donc l'analyse de ce dossier à privilégier la société Keolis en précisant que cette société présentait le meilleur avantage économique global pour le SMITU. C'est donc, chers collègues, ce soir, c'est le choix de la société Keolis que je vous propose de valider lors de ce comité syndical. Merci. J'enlève le mien. Voilà, merci. C'est bon. Merci, merci Bernard pour ce brillant exposé. Je n'ai pas voulu participer à cet appel d'offres tout simplement parce que je connaissais très bien personnellement 2 dirigeants, donc je ne voulais pas du tout être pris en otage. Donc, voilà. Mais par contre, quand on les a auditionnés, c'est vrai qu'il y en a vraiment 2 qui sont sortis du lot, c'est Keolis et puis Transdev. Et puis voilà. Jean-François, toi, tu étais avec moi. Lors de l'audition, ton avis, c'est quoi ? Donc, effectivement, j'ai participé aussi à l'audition et puis à la finalité du dossier. Et moi, ce que je fais comme constat de travail, c'est-à-dire que je ne vais pas trop m'étendre, mais il y a 2 offres très intéressantes, dont une qui me paraît plus particulièrement intéressante dans la mesure de la présentation technique et d'un savoir-faire peut-être nouveau pour le SMITU. Moi, je pense que réellement, il y a quelqu'un qui ramène quelque chose de nouveau. Transdev, pour ne pas nommer, ont été là dans notre histoire, ont déjà été dans nos murs, on connaît l'histoire. Le travail qui a été fait par Keolis, c'est un travail de fond. Transdev a fait un travail plus facile puisqu'ils sont appuyés sur leur savoir et les renseignements de leur coin. Tandis que Keolis a fait un travail d'approche très, très, très important pendant 2, 3, voire 4, 5 mois. Ils ont présenté, eux, je dirais, un dossier vraiment sans aucune connaissance du site, mais ils ont fait du terrain et du terrain et du terrain. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Je suis très impressionné aussi par l'offre de Keolis, qui me paraît, pour moi, je ne regarde que moi, la meilleure offre, et changer un petit peu d'air au sein de nos vallées, quoi. Voilà. Merci, merci Jean-François. Est-ce que tu as connu, il veut parler? Non, pas encore. Est-ce que le débat est ouvert? Qui veut prendre la parole? Vas-y, Michel. Le micro va arriver. Attends, il y a un micro qui arrive. Oui, moi j'ai... Attends, je dois faire une manip là. Non, je pense que vous m'entendez. Moi, je m'entends bien. Donc, non, tout va bien. En fait, j'ai plusieurs questions. J'ai des questions sur un volet plus financier et une question sur un volet plus fonctionnel. Le volet financier, est-ce que vous pourriez me donner le coût kilométrique qui a été donné par en tout cas par Keolis? Pas encore. Attends. Voilà, vas-y voir. Le coût de Keolis est de 3,67. Alors, le coût moyen kilomètre parcouru. Le coût moyen kilomètre parcouru, pour que tout le monde appréhende bien de quoi il retourne, c'est la totalité des kilomètres qui sont parcourus en service commercial, mais également les services haut-le-pied. C'est-à-dire que lorsqu'un véhicule, un autocar rentre au dépôt, c'est du haut-le-pied. C'est 3,67. Je donne juste un élément de comparaison. En 2020, sous Transfench, nous étions à 4,61. Merci. En complément, comment seront gérées les évolutions kilométriques? C'est-à-dire sur quel tarif? Est-ce qu'on garde le même tarif pour les kilomètres en plus ou en moins?
ou est-ce qu'il y a des pondérations qui seront faites sur le tarif en fonction des kilomètres réellement parcourus suite à des futures éventuelles évolutions du réseau? C'est une enveloppe globale qui leur a été donnée. Lorsque nous avons... alors, c'est aussi quelque chose, effectivement, que je n'ai peut-être pas précisé. La difficulté aussi dans cette négociation, la complexité, on va dire, dans cette négociation, c'est le fait qu'on était parti dans la DSP d'un certain volume de kilomètres à parcourir, et en cours de négociation, cette enveloppe a augmenté. On est passé de 3 750 000 à pratiquement 4 millions d'euros. Donc eux ont répondu sur cette enveloppe kilométrique. Voilà. Alors, est-ce que derrière, ta question, c'était de dire, est-ce que ça va évoluer? Si nous, on décide, si pour des raisons X ou Y, le nombre de kilomètres parcourus variait à la hausse ou à la baisse, est-ce que, si c'est à la baisse, le contrat baisserait de 3,67 € par kilomètre parcouru en moins et augmenterait de 3,67 € par kilomètre parcouru en plus? Alors, justement, parce qu'on a eu aussi ce débat sur le coût au kilomètre parcouru, le coût moyen au kilomètre parcouru. Le coût, par exemple, je prends pour ce qui concerne les kilomètres haut pied. Ça, c'est vraiment le travail de l'exploitant, de chaque candidat. Comment il peut optimiser le coût de éviter au maximum les kilomètres au pied, quoi. Et c'est ça qui aussi joue directement sur le prix. Donc c'est difficile à comparer, le prix est difficile à comparer parce que les composantes du prix, elles varient d'un candidat à l'autre. Bon, après, oui, vous voulez dire quelque chose, madame? Vas-y. Vas-y. Ça clignote. Voilà. En fait, la question, c'est que si demain, vous modifiez votre réseau, il faudra qu'on se remette autour de la table avec le délégataire, et il y aura un avenant qui devra être négocié, pour être très clair. D'accord. Merci. 2%. Oui, il y a un petit pourcentage de marge par rapport à l'enveloppe kilométrique actuellement prévue. Et ma dernière question, elle est plus générale. La proposition de ce soir, c'est de retenir Keolis. La proposition ce soir, c'est de retenir Keolis comme prestataire. Or, la presse fait état de mouvements sociaux assez importants sur Keolis à Strasbourg. Quel est le climat social que vous avez senti chez ce prestataire et quel est le risque pour nous qu'il y ait une extension de ces mouvements sociaux sur le périmètre géré par Keolis? Oui, vas-y. Alors, effectivement, cette question, elle est reprise par de certaines personnes qui disent « il faut quand, il y a qu'à ». J'ai lu ça à droite, à gauche. Ce qui se passe à Strasbourg, c'est une chose. Ce qui se passe ici chez nous, c'est une autre chose. Quelque chose de nouveau dans l'offre par rapport à la prestation, c'est que notre prestataire Keolis, lui, mise un taux d'absentéisme de 12%. Aujourd'hui, on frise les 30 à la Transfench. Donc c'est important. C'est pas son but, c'est pas de trouver une solution pérenne et sereine rapidement. N'oublions pas une chose aussi, c'est que c'est je dirais une DSP courte sur 5 ans et qu'à la suite de ça, il y a quand même notre DSP qui va être derrière. Donc ils ont intérêt aussi eux d'être au top du top pour pouvoir poursuivre avec nous la route. Et ils vont se replacer. Donc ça c'est important. Alors effectivement, j'entends Strasbourg, j'ai lu ça ce matin, et ça a été repris par la presse, entre parenthèses. Bon, laissons-nous la chance de démarrer avec quelque chose de nouveau, comme quelque part. Après, on verra. Il y a certaines personnes qui disent déjà, oui, les bus, tout. Non, mais attendez, démarrons. Et puis attendons, et travaillons tous ensemble pour réussir ce nouveau projet. Voilà. Non, mais la question, si vous me répondez que c'est un problème lié au fonctionnement de Strasbourg, moi, je n'ai pas de souci avec ça. C'est vous qui avez rencontré les délégataires. Si vous estimez que le climat social dans l'entreprise est suffisamment sain et suffisamment calme pour qu'il n'y ait pas de risque, moi, je l'entends, je vous fais confiance. Je n'étais pas présent et donc je ne peux pas me faire d'avis. Alors, voilà, c'est ma question est liée uniquement à ça. Je complète simplement le propos en précisant que dans le cadre de cette DSP, le délégataire reprend l'intégralité du personnel de la Transfench. Donc voilà, aux conditions où il travaille actuellement. D'accord ? Voilà. Donc
Aujourd'hui, il n'y a pas de, pour eux, il n'y aura pas d'évolution en termes de contrat de travail, des conditions salariales, quoi. Voilà. Merci. D'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ben, s'il n'y a plus d'interventions, ça y est. Vas-y, appuie sur le bouton. Essaye d'éteindre le tien, Bernard. Je sais pas. Allez, vas-y, tu n'as plus le droit de causer, toi. Ça va mieux, là? Oui, il fallait appuyer sur le plus aussi. Non, moi, je rappelle toutefois que cette décision de passer à la DSP date quand même du précédent mandat, puisque ça a été voté en 2019. Je rappelle aussi qu'en ce qui concerne la délégation du Val-de-Fensch à l'époque, nous avions des réticences, surtout par rapport à une délégation de service public dite courte, en pensant par ailleurs que ça pouvait poser un problème par la suite. Mais aujourd'hui, il y a d'autres critères qu'il y a à prendre en compte aussi, c'est la situation de la société Transfensch. Il faut savoir quand même que je fais partie, moi, de ceux qui, le précédent mandat et ce mandat-là, font partie également du conseil d'administration de Transfensch, et on connaît la situation de cette entreprise aujourd'hui. Et je dirais que la situation n'est pas bonne. Alors on me demande la question de notre collègue Michel Erga et demander si ça va être le calme social. Personnellement, je dirais oui, mais personne ne peut prédire ce qui peut se passer demain. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que cette DSP est appelée, y compris par les syndicats majoritaires de Transfensch. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans une situation qui n'est plus tenable, autant financièrement qu'au niveau, pas social, parce qu'il y a quand même un lien social qui est assez fort dans cette société, qui est historique. Mais c'est aussi, bon, on a aussi des problèmes de gouvernance qui ont changé les dernières années, qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une société qui devrait fonctionner normalement. Donc à partir de là, il y a eu aussi, par rapport à Transdev, on s'est posé la question. Je rappelle toutefois que Transdev, avant 2014, avant 2013, avant qu'on crée la SPL, Transdev était aux commandes de la société Transfensch et qu'il n'y a pas eu les investissements requis pour que la société fonctionne d'une façon normale. Je dis ça pourquoi? Parce que la vétusté des bus à l'époque a été augmentée de 10, 12, 15, aujourd'hui 18 ans, et tout ça pénalise fortement aussi le fonctionnement de la société Transfensch. Alors il y a tout ça à prendre en compte. Alors j'ose espérer aujourd'hui que la décision que nous prenons sera la bonne, mais en ce qui me concerne, je dirais que cette décision par rapport à ce qu'on avait dit par ailleurs, je suis plutôt contraint et forcé, mais en tout état de cause, j'espère que nous allons dans le bon sens. Merci. Mais je te remercie pour cette intervention parce qu'il se trouve que j'ai rencontré également des délégués syndicaux de la Transfensch et je les ai pas du tout senti avoir une certaine crainte pour le passage de la SPL en DSP. D'autres interventions? S'il n'y a plus d'intervention, je vais passer au vote. Alors, qui est contre la délégation de service public qui serait attribuée à Keolis? Qui s'abstient? Donc, à la majorité, pardon? Unanimité. Majorité, unanimité. Je ne suis pas maire, donc je ne peux pas encore faire. Unanimité, je vous remercie. Par contre, le fait... Et employés à la Transfensch ne participent pas au vote. Oui, très bien, merci. On l'a noté.
Alors maintenant que vous avez voté pour cette délégation de service public, on ne peut pas se passer des points 3, 4 et 5. Si vous aviez voté contre, on ne passait pas des points 3, 4 et 5. Donc le point 3 sera donc présenté par Pierre Tacconi. Je te laisse la main, appuie sur le bouton. Merci, Monsieur le Président. Avenant numéro 13 au CESP pour l'exploitation de services de transport public du SMITU. Dans le cadre du Covid, donc c'est celle-là que vous voulez que je présente ? Je regarde quand même parce que comme j'ai pas l'ordre du jour définitif, J'entends. la CABOX n'avait pas été mise à jour. Comment t'as pas le bon rapport? Non, mais il est déjà fâché parce qu'on passe pas le ROB ce soir. Hein. Ça l'a énervé. Ah, mais si, ça c'est bon. Ce point-là, je suis beaucoup moins surpris de le présenter. On a bien fait de ne pas passer le ROB ce soir. Hein. Justement, Président, donc le point numéro 3 du nouvel ordre du jour concerne donc le projet de délibération apport en compte courant de la société publique locale Transfench. Considérant donc que le SMITU est actionnaire majoritaire de la SPL Transfench et peut allouer à cette dernière un apport en compte courant d'associés, sous réserve de l'accomplissement de différentes modalités, considérant qu'il est nécessaire de faire cet apport en compte courant, afin de permettre à la société tout simplement d'honorer ses créances jusqu'à la fin de son activité annoncée au 31 mars. Considérant que cet apport doit être attribué dans le cadre d'une convention expresse entre l'actionnaire et la société. Et considérant que le montant de l'apport en compte courant s'élève à un montant de 1 276 000 €. Ce montant donc respecte les dispositions de l'article L1522.5. En fait, ne dépasse pas les 5% des recettes réelles du fonctionnement du budget de la collectivité. Suite au bureau syndical et à la commission des finances qui donnent tous deux un avis favorable, je vous demande si nous pouvons apporter, faire cet apport de 1 276 000 € au compte courant de la SPL. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des interventions? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Pierre, point... encore Pierre, oui. Point Ouais. 4. Projet de délibération pour le rachat de biens immobilisés de la SPL dans le cadre de la dissolution. Donc toujours dans le cadre de la dissolution de Transfench à venir, vu le contrat d'obligation de service public conclu entre le SMITU et la SPL, il apparaît à présent indispensable donc, que le SMITU devienne propriétaire de l'actif immobilisé par de la SPL Transfench. Vous avez justement le tableau des valeurs avec donc la dernière colonne qui est la valeur nette comptable au 31/3/2021. Donc, considérant bien sûr qu'un expert comptable devra faire l'inventaire physique de ces biens et valider les montants, nous demandons la possibilité donc de mobiliser les 1 593 178,97 € pour le rachat des biens de la SPL. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? En fait, l'ensemble des biens vont donc être transférés au SMITU, comme le point suivant, notamment sur le transfert de marché de location de véhicules. D'abord, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Pardon? Pardon? C'est ce qui a été dit.
Donc le point suivant, c'est le dernier d'ailleurs, c'est le projet de délibération transfert du marché de location de véhicules de SPL au SMITU. Donc Bernard. Alors je te la donne. Voilà. Mais bon, tout ça, ce point s'inscrit dans la droite lignée de ce qu'on vient d'évoquer, à savoir l'attribution de la délégation de service public à la société Keolis. Et donc, la société Transfench actuellement a signé un contrat, un marché pour la location de cars et bus articulés pour pouvoir assurer ses missions. Comme la Transfench disparaît, il appartient donc au SMITU de récupérer ce marché. Alors ce marché, il est décomposé en 3 lots. Vous avez un premier lot, location de cars scolaires de 56 places. Le deuxième lot, c'est location de cars scolaires de 68 places. Et le lot numéro 3, ce sont les locations de bus articulés de 43 places assises et 104 places debout. Bon, c'est un accord cadre mono-attributaire avec un minimum et un maximum en quantité. Il est conclu à un prix forfaitaire pour la location annuelle des véhicules et à un prix unitaire pour les éventuelles locations supplémentaires. Alors, la durée de ce marché est établie de la façon suivante. Durée d'exécution 12 mois à compter du 1er avril 2020, 2 reconductions tacites possibles, chacune d'une durée de 12 mois, et date de fin du marché après 2 reconductions, le 31 mars 2023. Donc voilà, on vous propose donc d'autoriser le président à signer les documents prévoyant donc le rapatriement de ce marché au SMITU, voilà, afin de pouvoir mettre à disposition du nouveau délégataire les véhicules en location à compter du 1er avril 2021. Montant total estimé du coût de la location de ces véhicules, 1 530 432 € TTC par an. Ça correspond à, enfin, il y a au total 44 véhicules de concernés. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Pas de prise de parole, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Donc l'ensemble des points ont été vus. Je tiens à vous remercier vraiment de la confiance que vous accordez à l'ensemble des délégués. Surtout, je voudrais féliciter et remercier aussi le travail qui a été fait par les vice-présidents. J'avais l'impression que je passais au SMITU qu'ils étaient presque employés du SMITU. Donc, Michel Hergat, tu veux encore prendre la parole? Je ne vais pas lever la séance, donc je ne la lève pas encore. Vas-y. Oui, on entend parler d'évolution significative de la participation des communes au SMITU. La dernière fois que cette évolution a eu lieu, le moyen qu'on a trouvé pour s'en sortir de façon calme et constructive, ça a été de mettre en place une commission ad hoc qui a planché sur le sujet et qui a proposé quelque chose qui a été accepté par tout le monde. Donc je souhaiterais, s'il était effectivement envisagé de faire évoluer significativement la part des communes, qu'il y ait à nouveau recours à la même méthodologie, de façon à ce que les débats se fassent de façon sereine et constructive. Merci pour cette intervention que j'ai beaucoup de mal à entendre parce que c'est vrai. Hein, okay. Bon, ça y est, on me dit que c'est noté. Très bien. Vas-y. Merci Michel pour cette question et en fait tu embrayes en quelque sorte ce que j'allais dire. C'est vrai que je regrette juste une chose, c'est que du coup de cet ordre du jour est disparu le rapport d'orientation budgétaire, car je considère quand même que le SMITU se devait à un moment, dans cette situation et dans la foulée de ce choix de délégation de service public, d'évoquer ensemble et de pouvoir débattre sur ce que sera l'orientation budgétaire que nous devons, en responsabilité, prendre en 2021, car il y a des choix, il y a des décisions à prendre, et celle-ci en fait partie. Donc c'est pour ça que je regrette la disparition de ce point-là. Il reviendra très bientôt. Les obligations légales nous y feront revenir. Mais je note également, Michel, ta proposition que je trouve effectivement assez pertinente en complément de ce qu'on fait en commission des finances. Ça peut avoir un point précis.
Je te remercie, c'était juste pour... voilà. Merci Pierre. Donc je vous propose de lever la séance.